Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. En ouverture, aujourd'hui une question. Le système financier peut-il devenir le meilleur allié de la cause environnementale? Alors c'est la conviction de mon premier invité, Kamel Naït Outaleb, qui projette de lancer en septembre, à la rentrée, sa néobanque éco-responsable. Alors nous verrons comment il compte concrétiser sa promesse de créer la première FinTech à impact positif. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news. Et au cœur de cette émission, nous parlerons musique, nouvelles écoutes, nouveaux modèles, création. Ce sera avec 4 mélomanes en pointe sur le sujet. On terminera cette émission avec la séquence Game Business du mercredi. Et puis notre rendez-vous et demain devrait éveiller vos récepteurs olfactifs. Alors on verra ça tout à l'heure. Avant toute chose, bonjour Kamel Naït Outaleb, vous êtes cofondateur de OnlyOne. Donc OnlyOne, c'est un tout nouveau projet de néobanque dont vous avez choisi un positionnement très spécifique, à savoir que ce sera une néobanque éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parfaitement. Donc effectivement, on a créé OnlyOne il y a maintenant 18 mois avec l'objectif d'avoir un impact positif et notamment un impact environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'argent des dépôts de nos clients sortiront en fait du système un peu capitalistique qui aujourd'hui malheureusement sert beaucoup à financer les énergies fossiles, les mines de charbon et pas mal d'autres secteurs qui peuvent être néfastes aussi bien pour l'environnement que pour la société. Donc la première garantie qu'on donne à nos clients, c'est qu'effectivement qu'on va sortir cet argent-là du système et proposer un compte qui va permettre d'avoir un impact positif. Comment? Parce que aujourd'hui, lorsqu'on démarre sa transition écologique à un niveau individuel, la mesure de cet impact est difficilement mesurable justement. Et le compte est la parfaite photographie de sa consommation. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir quantifier justement le poids écologique de sa consommation, de mesurer, de pouvoir justement arbitrer, accompagner nos clients vers cette réduction. Sur les banques traditionnelles, il y a des outils effectivement pour voir à peu près comment se répartissent nos dépenses. Vous allez créer un outil un peu différent qui mesurera notre empreinte carbone sur les achats. Exactement. Et vous avez également un éco-coach. Comment ça fonctionne? Quels sont ces secrets technologiques-là? Alors déjà, on va faire une estimation de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, on ne peut pas aller de manière granulaire sur l'empreinte carbone. En revanche, je peux donner une estimation qui va donner justement ça va être un espèce de guide pour nos clients pour dire voilà, aujourd'hui sur tel poste celui-là est plus ou moins polluant. Comment on peut arbitrer aussi nos achats? Le coach va permettre à nos clients d'être challengés, d'avoir des défis et aussi de les récompenser sur leurs efforts du quotidien en proposant des marques éco-responsables avec des réductions, de mettre en place des challenges aussi entre la communauté OnlyOne. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils déclarent chez qui ils achètent, quel produit exactement, quelle marque? Pas du tout au final, parce que toutes les données, on les a, les données transactionnelles. On a créé un algorithme qui va concilier les données transactionnelles avec les bases de données aujourd'hui qui existent, les bases de données carbone, notamment celles de l'ADEME, pour pouvoir justement faire ce lien entre l'achat et l'émission carbone. Et alors, votre parcours, vous venez de la banque traditionnelle et vous êtes un déçu de la banque? Alors, je viens de la banque traditionnelle, j'y ai travaillé pendant 17 ans, effectivement, j'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai évolué très rapidement sur des postes à responsabilité. Et alors, déçu, non, parce que effectivement, j'ai pu acquérir une expérience bancaire qui, aujourd'hui, me permet de créer ce projet. En revanche, effectivement, arrivé à un certain stade, on va dire, de sa carrière professionnelle, on est en quête de sens. Et effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu en arrière, on se dit effectivement le secteur dans lequel je travaille n'est pas forcément vertueux. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée, en tout cas j'ai eu l'idée de me lancer dans une banque dans laquelle j'aurais voulu travailler, plus vertueuse, plus responsable. Mais est-ce que votre modèle, il tient à grande échelle? Parce que sur une petite banque, excusez-moi, vous êtes à peine lancé, donc oui. Sur une néobanque même, on imagine effectivement qu'on peut créer peut-être un nouveau système vertueux. Est-ce que ça tient sur un système financier mondial? Alors, on ne peut pas faire des ruptures comme ça d'un seul coup, ce serait trop évidemment, brutal. C'est quelque chose qui est progressif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on commence, on va dire, avec la néobanque, donc on passe par la petite porte, le compte de paiement, mais progressivement, avec l'aide de nos clients, bien sûr, OnlyOne a ambition de grandir et de pouvoir justement rentrer dans un système financier plus gros et pouvoir faire des investissements plus importants justement pour faciliter et accélérer la transition écologique. Enfin, si on arrête de financer ce que vous appelez, vous, les gros pollueurs de la planète, c'est quand même beaucoup d'industries qui risquent de s'effondrer. Alors, je pense que ça doit faire progressivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit y avoir une réduction de ces investissements et plutôt d'aller favoriser des énergies non renouvelables. Et comment vous les notez, alors, les bons et les mauvais ?
Alors, clairement, c'est comment aujourd'hui, quelle est l'émission carbone de ces entreprises, quelles sont les plus vertueuses, quelles sont celles qui, on va dire... On n'a pas les infos sur toutes les entreprises aujourd'hui. On est conscient aujourd'hui qu'on n'a pas toutes les informations. Je pense que le sujet du réchauffement climatique, et en tout cas les bases de données carbone, vont aller en évoluant, en grandissant. Donc plus on va aller dans le temps et plus on aura plus de données. On l'a vu récemment avec la Convention citoyenne. Une des recommandations, c'est que les entreprises puissent soient obligés de faire leur calcul d'émissions carbone. Parce que alors, sur votre site, la promesse, elle est quand même énorme. Vous dites zéro compromis. Oui. C'est un sacré engagement que vous prenez. Parfaitement. C'est risqué même. C'est un sacré engagement. En revanche, en partant d'une feuille blanche, on peut se le permettre. C'est-à-dire que si dès le départ, on inscrit ça dans notre ADN, on peut, sur le temps, tenir cette promesse et évoluer, toujours en gardant à l'esprit que ce qu'on souhaite faire, c'est d'être vertueux, responsable et d'être transparent aussi vis-à-vis de ce qu'on fait. Aujourd'hui, lancer une banque, une néobanque, une banque mobile, c'est très facile. Enfin, beaucoup plus facile en tout cas que par le passé. Du coup, est-ce que c'est rassurant? On peut se dire aussi, là, il nous faut un super coup de com' monde d'après, post-Covid, et puis finalement, je vais mettre mon argent dans cette banque et ça va disparaître dans 3 mois. Comment vous rassurez? Comment vous faites pour avoir les premiers clients pour leur dire, nous, c'est solide, c'est pas juste un coup de com'? On parle de la banque, quoi. On parle de notre argent. Alors déjà, on est régulé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la CPR nous a donné l'autorisation d'arriver sur ce marché de la néobanque. C'est le premier point, donc on est contrôlé. Le second point, c'est qu'effectivement, en termes de garantie, on a les mêmes garanties en termes de dépôt, de garantie des dépôts que les banques classiques. C'est-à-dire que comment ça fonctionne? L'argent des clients est cantonné, il est séquestré, c'est-à-dire qu'il est séparé déjà des comptes en Liwan, et la garantie, en tout cas des dépôts, est à hauteur de 100 000 € comme pour toutes les banques. Et donc le lancement, c'est prévu pour quand exactement? Septembre prochain. Vous avez une date plus précise? Alors, ce sera certainement à la mi-septembre. Donc, on va commencer les précommandes à partir de la fin août. Et donc, on invite toutes les personnes qui se retrouvent dans notre proposition de s'inscrire sur notre site. Et les services, c'est quoi? C'est un compte courant? Alors, c'est un compte de dépôt classique avec toutes les fonctionnalités qu'on peut connaître et les plus, on va dire, les plus plébiscités aujourd'hui par les utilisateurs, notamment le temps réel, les virements instantanés entre clients en Liwan, la carte de paiement internationale et des sous-comptes pour pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté pour faire de l'épargne de précaution. Merci Kamel Naït Outaleb, cofondateur de OnlyOne. On passe aux news avec Victoire Sicora. Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. Alors Orange et Google s'allient pour un projet autour de l'IA et des données. Et oui, les deux entreprises viennent en effet de signer un partenariat stratégique pour développer de nouveaux services cloud. Cette alliance s'inscrit dans le plan Engage 2025, présenté par le PDG d'Orange en décembre, et qui couvre des questions liées à la cybersécurité, mais aussi à l'informatique en réseau. Alors, quel service prévoit ce plan ? Alors le projet prévoit la création d'un laboratoire et d'un centre d'excellence commun qui travaillera sur les applications de l'IA et sur les potentialités de la 5G. Il permettra également à Orange Business Services d'intégrer de nouveaux services de Google dans le cadre de ses offres. Bon, et c'est le monde à l'envers, c'est au tour de Facebook d'accuser l'Union européenne de violer la vie privée des citoyens européens dans le cadre justement de son enquête antitrust. Et oui, Facebook reproche en effet à la Commission européenne de réclamer des informations privées, personnelles et sensibles à ses employés dans le cadre de l'enquête sur les pratiques anticoncurrentielles de Facebook. Facebook assure vouloir coopérer mais se montre réticent face aux demandes de la Commission européenne de récupérer des données à caractère médical ou financier sur ses employés. Et quelle est la quantité d'informations qui a déjà été demandée par l'UE ? Alors Facebook assure avoir déjà transmis cette année 315 000 documents, soit 1,7 million de pages. C'est sûr que c'est impressionnant. Thomas Pesquet va s'envoler dans l'espace avec SpaceX. Et oui, Thomas Pesquet sera ainsi le premier Européen à partir avec SpaceX pour rejoindre la Station spatiale internationale à bord de la capsule américaine Crew Dragon au printemps 2021. Le décollage est prévu depuis Cap Canaveral en Floride. Thomas Pesquet s'est déjà entraîné sur les simulateurs chez SpaceX en Californie et a tweeté avec beaucoup d'enthousiasme sur son décollage imminent pour la Station spatiale internationale. Alors, on va en parler tout à l'heure dans notre débat de musique. Là, c'est Spotify Premium qui permet en fait de faire des écoutes de groupe. Oui, et c'est notamment pour rapprocher ses utilisateurs que Spotify a mis en place des playlists partagées, écoutables à distance. Rien de plus simple, il suffit de lancer une session d'écoute et d'envoyer un code d'invitation à d'autres abonnés Premium. Chaque participant peut ensuite contrôler la musique et ajouter des morceaux. La version définitive devrait être lancée dans quelques mois après cette phase de test.
Côté business, Apple décide de rapatrier la production de son iPhone 11 en Inde. Apple prend ses distances avec la Chine et fait finalement le choix du Made in India pour la fabrication de son iPhone 11. Depuis ce week-end, il est possible de trouver dans les magasins de New Delhi ou encore de Bombay les premiers iPhone 11 Made in India. Une information qui aurait pu passer inaperçue mais qui prend tout son sens alors que les relations entre la Chine et les États-Unis ne cessent de se dégrader. Et puis c'est l'Inde qui doit être contente, j'imagine. Une victoire pour le pays. Ouais. Oui, c'est une nouvelle occasion de narguer Pékin alors que les tensions à la frontière ont dépassé la simple confrontation militaire. Le gouvernement indien a banni une 50aine d'applications chinoises pour smartphones. Merci beaucoup, Victoire. Est-ce qu'il y a une actualité, vous, qui a retenu votre attention ces derniers jours? Alors ces derniers jours, oui, il y a une actualité qui est intéressante. Kamel Naït-Outaleb. Notamment le réseau Tech for Good France. Aujourd'hui, c'est un réseau qui est engagé et qui réunit des entrepreneurs qui souhaitent mettre de l'impact, la technologie au service de l'impact et en tout cas du bien commun. Un impact positif. Exactement, parfaitement. Et qui aujourd'hui a été reçu par le gouvernement, justement, pour travailler sur les notions de la raison d'être des entreprises technologiques. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle et un bon signal, justement, que ce réseau-là se structure et que demain, la technologie sera bien évidemment au service du bien commun. Vous faites partie de ce réseau? Parfaitement. Merci beaucoup à Victoire Sikora et à Kamel Naït-Outaleb de Only One. C'est l'heure de passer à notre débat sur la musique. Nouvelles écoutes, nouveaux modèles. Musique, nouvelles écoutes, nouveaux modèles. Alors, entre Internet et le monde de la musique, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. Ça m'a même été assez compliqué pour les démarrages. Et puis est arrivé le streaming avec l'abonnement illimité qui a simplifié les choses avec un business model enfin. Alors, le climat entre les deux mondes est-il pour autant totalement apaisé? Qu'en est-il de la création musicale à cette ère du numérique? Et où sont les nouveaux poids lourds de l'industrie? Pour répondre à ces questions, j'ai invité 4 mélomanes qui sont aussi des fins connaisseurs du numérique. Denis Thébault, PDG de Qobuz, le service français de streaming et de téléchargement de musique, et qui est pionnier dans le son haute qualité. Jérôme Keff, directeur général BMG Production Musique France, qui est une librairie musicale. On expliquera un peu ce que c'est tout à l'heure. Frédéric Rebet, président du Chiffre, musicien, producteur de musique, coach également. Et puis Alain Chariras, musicien aussi, chargé de mission pour l'ADAMI sur la copie privée et le rapprochement avec la Spedidam. Je rappelle que l'ADAMI et la Spedidam sont des sociétés de gestion collective de droits, si je fais simple, pour les artistes et interprètes. Alors, Denis Thébault de Qobuz, puisque vous êtes positionné véritablement sur le son et la qualité audio en matière de numérique, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel des différents formats aujourd'hui qui existent? Alors, eh bien, il y a le format compressé qui est le MP3, et puis ensuite, il y a les qualités CD, et ensuite on a une qualité supérieure, comme on appelle studio, ARS, qui est la qualité telle qu'elle est enregistrée dans le studio. Et nous délivrons dans Qobuz, qui est Q-O-B-U-Z, je le dis parce que c'est une petite difficulté. Nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur maintenant la qualité CD et le ARS. Et nous avons annoncé que nous arrêtions le MP3, qui est la musique compressée. D'accord. Voilà. Pour vous, le MP3, simplifier. c'est fini. OK. Voilà. Est-ce que pour autant, ça veut dire que le MP3, c'est fini globalement? Je pose la question d'ailleurs à mes autres invités. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la fin? Parce que c'est vrai que un minimum d'exigence sur la qualité audio, aujourd'hui, tout le monde écoute en numérique finalement. Votre avis sur la question, Alain Chariras? Non, personnellement, oui, il y aura toujours le MP3 qui va exister comme outil de stockage en quelque sorte, mais comme vous le disiez en introduction, le streaming est réellement en train de prendre le pas sur les autres modes de diffusion et de possession, entre guillemets, de la musique. C'est-à-dire que maintenant, on entre vraiment dans un âge de l'accès, on sort complètement dans l'âge de la possession, et du coup, effectivement, les qualités de diffusion seront, j'imagine, le meilleur possible selon les types de bandes passantes que pourront obtenir à la fois les auditeurs et puis les fournisseurs de contenu. Et je pense que oui, le MP3 va s'éteindre petit à petit, en ce sens qu'il va devenir inutile. Mais autrement, oui,
Ça reste le standard de base de la musique numérique. Complètement, parce qu'à l'époque, quand sont apparus ces formats, il y a déjà plus de 10-15 ans, l'industrie du disque essayait de sortir à l'époque le DVD audio, donc de haute qualité. Et les gosses ont préféré la mobilité, ils ont préféré le MP3, ils ont préféré des baladeurs. Oui. Oui. Ce que je voulais dire, c'est quand les ingénieurs de Sony et de Philips qui ont inventé le CD ont entendu dire que Apple allait lancer son baladeur, etc. Tout le monde a dit, mais ça ne marchera jamais, tellement la qualité est mauvaise. Exactement. Et pourtant, ça a été un énorme succès. Mais vraiment, les ingénieurs ont dit, mais ça ne marchera jamais. Et je crois là, que... Là, c'est vraiment une question de révolution des usages. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un format qui est en train d'émerger, qui va être au-dessus de celui que vous proposez aujourd'hui ? Alors, je n'en connais pas. Je n'en connais pas, mais il est possible. Parce qu'un des problèmes, d'ailleurs, dans l'écoute numérique, c'est pas forcément le format que vous délivrez vous. D'ailleurs, c'est toute la chaîne. Parce que pour, au final, arriver chez soi avec un son de bonne qualité, il faut avoir un matériel qui suive. Il faut d'abord la première chaîne, elle est là, si vous voulez. Parce que si vous avez une bonne oreille, vous allez pouvoir bien écouter. Donc, ça dépend aussi de l'oreille et ensuite, effectivement, de tout le matériel. Je pense que les sources, la source qui est produite aujourd'hui, la velléité d'un producteur qui enregistre des groupes dans des studios ou des artistes, c'est d'avoir une qualité optimum. En fait, en termes de résultats, c'est ensuite dans la chaîne de distribution qu'au fur et à mesure, le signal est dégradé, compressé, pour répondre à des usages de masse. Alors, je disais qu'on allait expliquer ce que vous faites, Jérôme Keff. Vous êtes une librairie musicale. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Une librairie musicale. Donc, une librairie musicale, c'est un peu comme une banque d'images, mais en musique. C'est-à-dire qu'on produit, nous, un certain nombre d'œuvres qu'on met à disposition sur une plateforme Internet, pour tous les producteurs de contenu et les diffuseurs, donc la radio, la télévision, la publicité, le documentaire, je crée un spot publicitaire, j'ai envie de trouver la bonne musique. C'est ça. Vous venez sur notre plateforme et vous inscrivez, vous enregistrez, vous créez un profil, vous faites une recherche ou avec notre équipe, on vous aide à trouver le bon titre et ensuite vous synchronisez directement de manière très facile. Et vous êtes 100% numérique, c'est une plateforme tout à fait numérique. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que ça a changé parce que ça a toujours existé, les librairies musicales, qu'est-ce que ça a changé sur ce marché ? Alors, ce que ça a changé, c'est que la librairie musicale, c'est un métier anglo-saxon à la base qui date quand même des années 60. C'est arrivé en France en 1980 et à l'époque, les librairies musicales produisaient énormément de vinyles qu'elles envoyaient directement aux radios ou aux télévisions ou aux producteurs pour leur proposer des disques physiques de vinyle avec un certain nombre de chansons, de titres dessus pour pouvoir illustrer leur programme. Alors maintenant, on télécharge directement. Voilà, maintenant ça a tout changé, c'est-à-dire que tout est numérique. On produit à peu près en France 40 albums par an et dans le monde entier, on en fait 200 sur notre plateforme. Donc tout est en numérique. Donc pour nous, c'est une révolution et ça facilite évidemment la distribution. Ça baisse les coûts. Ça baisse les coûts, mais on considère quand même que le vinyle, par exemple, reste un sujet un peu d'exception. On a racheté une librairie musicale qui s'appelle Télémusique, qui est la plus vieille librairie musicale indépendante en France, qui est créée en 1966 par Roger Tokarz, pour la petite histoire. C'est le premier label de Pierre Bachelet, de Janko Nilovic, de Jean-Jacques Debout. Donc il y a énormément de disques collector au sein de cette collection. Donc ça nous donne l'occasion de reproduire des vinyles un peu enrichis avec des notes, des contenus un peu pour les fans. C'est peut-être la seule occasion pour nous de refaire du vinyle. Autrement, tout est... lui redonner une nouvelle vie. C'est ça. Frédéric Rebed, Le Chiffre. Alors vous avez travaillé pour des grandes maisons de production. Vous êtes aussi le cofondateur du label Naïve en 1998. Ça vous donne une vision assez historique de l'arrivée d'Internet dans ce secteur. Vous pourriez nous rappeler un peu comment ça s'est passé, les transformations importantes ? Oui, je reprends ce que disait Denis et ce que vient d'expliquer Jérôme. C'est vrai que l'inventeur du
Vous avez bien fait d'ailleurs de prendre 2 heures d'émission, comme ça on va pouvoir reprendre toute l'histoire de la Alors donc une très brève, une très brève émission. Malheureusement, nous n'avons que 24 minutes, mais c'est déjà pas mal. J'ai bien noté. Non, le vinyle, en fait, il y a un lien entre la création musicale et les révolutions technologiques successives. Aujourd'hui, on est dans une transformation et les différents acteurs ont su ou pas su... Alors cette transformation, ça y est, elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Bon, donc l'inventeur, ce qu'expliquait Denis tout à l'heure, c'est conjointement Sony, donc Akio Morita, qui était l'inventeur avant du Walkman, justement pour se déplacer, le baladeur, hein, puisqu'il voulait jouer au golf et écouter de la musique. Donc finalement, il y a une boucle spatio-temporelle, puisqu'on revient aujourd'hui avec la volonté de pouvoir se déplacer avec un téléphone. Et conjointement, donc Sony, Akio Morita et Philips ont inventé le CD. Mais au-delà du CD, et ce qui était intéressant, c'est que, et c'est Akio Morita qui l'a dit en 1984, il a dit non seulement on va pouvoir développer un nouveau support de grande qualité, mais surtout on vient de numériser un bien culturel et peut-être qu'un jour on pourra écouter de la musique sur un téléphone. 1984, ceux qui avaient des téléphones, c'était les radios comme 2000, avec un gros avec appareil. la valise. C'est ça. Donc il fallait quand même être visionnaire. Ce qui est cocasse, et ce qui est expliqué, c'est que ces visionnaires, finalement, ont perdu la main, puisqu'après, d'autres patrons sont arrivés et ont considéré, avec beaucoup de condescendance, des technologies peut-être moins performantes en termes de qualité sonore, mais beaucoup plus rapides en termes de passants. Avec une peur surtout sur leurs revenus. Enfin, c'était ça surtout l'angoisse, c'était le téléchargement gratuit. Mais ils avaient eu la capacité d'embrasser cette technologie. Steve Jobs s'est emparé de ce format MP3, a créé iTunes, puis ensuite ça a été l'ouverture à plein de choses. Mais Philips, et en particulier Sony, avaient la capacité industrielle de créer tout ça. Sauf que souvent on me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la musique ? Je dis, le problème de la musique, de l'industrie musicale, ce n'est pas tellement que ça ne marche plus, c'est que ça marche encore. Et comme les marges étaient encore très fortes à l'époque, tout ce qui était Internet, je me souviens de certains patrons me dire parfois, Frédéric, ne perds pas de temps avec Internet, il n'y a rien à gagner avec ça. Bon, il y a eu d'autres personnes et tout s'est développé. Aujourd'hui, on est dans le streaming, donc on se pose la question de la qualité, mais la qualité, à la limite, importe moins. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la portabilité. De pouvoir écouter son téléphone portable avec des écouteurs. Les jeunes, dans les années 70-80, allaient à la FNAC choisir des éléments séparés parce que chez eux, ils allaient avoir la meilleure qualité possible. Aujourd'hui, ils achètent un téléphone même portable. Si les usages se généralisant, justement, on retrouve quand même des mélomanes qui ont besoin de retrouver cette qualité. Bien sûr. Moi, je voulais dire Denis, quelque chose. C'est votre dada. Quelque chose. La musique compressée, au départ, pourquoi elle existait ? À cause du piratage. Parce qu'il fallait envoyer de la musique gratuite dans des tuyaux petits. Et c'est ça qui a prévalu. C'est le piratage. Fibre optique dans les foyers. C'est le piratage qui a soutenu la musique compressée. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup... C'est pas le piratage, c'est le téléchargement, si je peux me permettre. Le téléchargement illégal. Napster, etc. C'est ça qui a soutenu le format. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même beaucoup de mélomanes qui écoutent chez eux de la musique. Et il y avait une étude de l'Adopi. Il y avait une étude de l'Adopi il y a quelques années qui avait interrogé les Français et ils avaient dit combien voulait l'usage et combien voulait la possession. Et en fait, on avait découvert que la moitié voulait la possession, ce qui semble incroyable. Mais il faut savoir qu'on est dans un pays de paysans, comme dans toute l'Europe. Donc les gens ont quand même encore des racines terriennes, des racines de possession. Donc posséder de la musique que l'on aime et que l'on veut garder pour toujours, c'est une chose qui existe. Donc le téléchargement, vous pensez qu'il y a encore un peu d'avenir ? On pense qu'il y a beaucoup d'avenir au téléchargement. Le téléchargement, il est un peu déprécié aujourd'hui parce que beaucoup de gens téléchargent. Malheureusement, ils piratent, ils font du stream ripping. Ils prennent une vidéo YouTube, ils prennent la musique. Donc on dit le téléchargement est en baisse. Mais non,
il est très important, mais il est illégal. Je vous passe on va la donner la parole à Alain Voilà. Chariras. Alors, Non, je rappelle mais quand même, excusez-moi, là, que vous êtes Allez-y, chargé de mission allez-y. pour... dans votre sens, effectivement. Je rappelle que vous êtes chargé de mission pour l'ADAMI et vous allez répondre tout à fait à Denis Thébault, mais je vous demanderai aussi de nous parler des auteurs, des artistes-interprètes et des mécanismes qui ont été mis en place à l'ère du numérique, parce qu'il y a quand même une question pour eux de rémunération qui a été Absolument. cruciale. Voilà, c'est tout à fait de cela que je souhaitais parler, notamment à propos du streaming, parce qu'effectivement, le streaming aujourd'hui, je crois, pèse 59% dans la rémunération globale, dans le chiffre d'affaires du disque, on va dire. Et il y a effectivement un problème de rémunération, parce que le streaming, le plus gros opérateur en termes de streaming, c'est YouTube, qui ne rémunérait pratiquement pas les ayants droit. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une directive, qui était la directive 2031, qui permettait à YouTube de se considérer comme un hébergeur, en ce sens que c'était pas lui-même qui mettait à disposition les œuvres qui pouvaient être écoutées par les internautes, c'était les internautes eux-mêmes. Et il y a eu... Ça a fait beaucoup de bruit l'année dernière parce que ça a été négocié, mais ça a été négocié à grand renfort de médias, à grand bruit dans les médias, ce qu'on a appelé la directive droit d'auteur. Et la directive droit d'auteur a ces fameux articles 17 dont on a beaucoup parlé, qui tendraient à ramener YouTube dans des conditions d'exploitation qui seraient à peu près semblables à celles que vous devez avoir chez Qobuz, celles de Deezer, celles de Spotify, c'est-à-dire d'être considérés comme des éditeurs de contenu. C'est-à-dire que YouTube devrait négocier avec les ayants droit des accords, des licences. Pourquoi est-ce qu'on est encore au conditionnel Pourquoi ? Parce que cette directive n'a pas été encore transposée en droit français. Et on l'attend quand, alors, elle cette devrait être transposée d'ici la fin de l'année. Et dans le cadre, par des ordonnances, et dans le cadre de la loi sur l'audiovisuel, qui doit être donc terminée en théorie pour la fin de l'année, hors Covid, hein, bien sûr. Et il y avait également dans cette directive droit d'auteur un chapitre qui nous intéresse, nous, énormément, les artistes. C'était l'article suivant, c'est l'article 18. Et l'article 18, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que à partir du moment où un ayant droit, qu'il soit auteur ou artiste, cède par le biais d'une licence à un exploitant la possibilité d'utiliser ses œuvres et de les diffuser, il doit recevoir une rémunération proportionnelle et indépendante. Et nous travaillons, bien sûr, actuellement, nous avons des discussions, il y a un groupe de travail qui est présidé par Aurore Berger. Nous travaillons à essayer de faire en sorte que les artistes, par le biais de leur société, perçoivent une rémunération qui ne serait pas prise sur la rémunération des auteurs ou la rémunération des producteurs. Parce que vous doutez bien, quand on dit on va rémunérer les artistes, tout le monde se dit ok, pas de problème, il y a de l'argent, on va le partager. Non, nous considérons que de plus en plus les plateformes de streaming sont susceptibles de gagner de l'argent, d'autant plus qu'on peut très très bien imaginer qu'elles vont évoluer vers un business model qui serait un peu semblable. Plus premium ? Oui, non, mais qui serait semblable également à celui des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus émotionnel que la musique. Pendant que vous êtes en train d'écouter de la musique, vous mettez des likes, vous zappez parce que ça ne vous plaît pas, vous créez des playlists. Un algorithme peut très très bien vous observer à ce moment-là et vendre les données récoltées sur vous-même, l'auditeur, les vendre après à des fins commerciales. Ça peut très très bien être une source de profit supplémentaire qui va se greffer aux sources de profit actuelles qui sont les abonnements et la publicité, en sachant quand même que la publicité pèse déjà 13% dans le système supporté par... Alors, donc, je termine juste pour dire, je pense que nous pouvons demander, en étant parfaitement raisonnable et sans mettre en péril les plateformes de streaming, une rémunération. Alors moi, je voulais donner la parole à Jérôme, qui n'a pas encore beaucoup parlé, sur votre partenariat avec Matchtune. Matchtune qui utilise l'intelligence artificielle, en fait, pour faire des compositions. Est-ce qu'aujourd'hui, pour innover dans la musique, il faut faire de l'IA aussi ? On en parle un peu dans tous les secteurs, ça me semble plus étonnant sur la musique. Donc le sujet de la création de la musique par l'intelligence artificielle, c'est un autre sujet que le nôtre, parce que nous, on a quand même des compositeurs qui créent, ce sont des œuvres de l'intellect. On les fait rentrer en studio, on fait des titres avec eux, on les enregistre, on fait le vrai travail d'un producteur.
On n'est pas encore dans cette démarche de se dire que l'intelligence artificielle pourrait abonder notre secteur d'activité, quoique on voit déjà des premières expériences. Je crois d'ailleurs, Frédéric, que c'est Sony qui a fait le premier titre d'intelligence artificielle qui est assez étonnant. On se dit que ça pourrait remplir ou fournir un segment de marché qui est l'illustration musicale assez courte d'un contenu personnel de 5 à 15 secondes qu'on posterait comme ça, on choisirait un titre en disant je veux un titre comme ça. Il y a une start-up qui s'appelle Aiva, il y en a une autre Hexacors, je crois. Oui, il y en a plusieurs. Il y a des boîtes aujourd'hui qui créent des musiques de jeux vidéo, notamment de manière automatisée. Il y en a plusieurs, par les algorithmes. Enfin, personnellement, j'aime trop la musique et l'œuvre de mes compositeurs ou des compositeurs de manière générale, donc je suis trop dans l'affect avec ce sujet. Et ça posera des questions de rémunération aussi. On va rémunérer de propriété. Et de droits d'auteur. Ouais. Voilà, de propriété. Et alors, pour revenir au partenariat avec Matchtune, c'est la société de André Manoukian et de Philippe Guillot. Eux sont dans la tech. En fait, ils ont inventé un procédé technologique qui utilise l'intelligence artificielle, qui permet de synchroniser une musique d'une durée particulière que l'on fournit. Elle peut durer 3 à 4 minutes à la base. Et ensuite, on la synchronise sur une vidéo et la musique est remontée immédiatement en direct pour correspondre parfaitement au temps de la vidéo. C'est-à-dire que si la vidéo fait 30 secondes, avec un moment de climax à 15 secondes qu'on peut régler, eh bien, la musique est remontée et vous avez un titre en fait de 30 secondes. Mais la source est une musique de notre répertoire en l'occurrence, et quand on les a rencontrés, on a trouvé ça formidable. On s'est dit évidemment, ça a un intérêt, c'est révolutionnaire, c'est le game changer comme on dit. Donc faisons un partenariat et mettons à disposition nos contenus, donc nos musiques, pour les besoins du développement commercial de Matchtune et voilà, on est ensemble et on est très heureux. Frédéric Rebet, on a parlé de YouTube, là on parle d'une start-up française. Elles sont où aujourd'hui les forces de l'industrie culturelle dans le monde ? Est-ce qu'il y a des mouvements, des tectoniques des plaques ? Est-ce que ça bouge ? Tout à fait. Donc la France a toujours été, dans les industries culturelles et créatives, un des leaders très importants. Ce que l'on ne sait pas, on l'oublie souvent, c'est que la France est le 2e exportateur mondial, derrière les États-Unis, pour le cinéma. La production française s'exporte énormément. Alors on parle de l'Inde, qui est effectivement une industrie beaucoup plus grosse, mais qui reste un marché local. Dans les jeux vidéo, évidemment, la France a une très bonne place. La musique, très importante aussi. Il faut savoir que le premier groupe mondial d'entertainment, mais de musique, ça reste Universal. Et dans les startups françaises, il y a une spécificité, c'est que c'est des startups qui s'intéressent au monde culturel et en particulier la musique, qui est notre sujet, et qu'à partir de là se développent petit à petit des sociétés importantes. Des sociétés comme Qobuz, mais aussi Believe, c'est des sociétés pensées françaises et qui aujourd'hui s'exportent énormément. Alors le danger de tout cela, c'est qu'effectivement, on parle souvent des GAFA, on parle de taxer les GAFA, et aujourd'hui, donc les GAFA, pour mémoire, c'est donc les grosses sociétés américaines. Google, Apple, Amazon, Facebook, Amazon, ouais. Je le rappelle parce que parfois... On peut racheter Microsoft, c'est GAFAM. Voilà, exactement. Et il y a également les Chinois. Et les Chinois, aujourd'hui, sont extrêmement actifs. Il y a pour répondre à votre question, une croissance extrêmement forte. Quand on regarde aujourd'hui, tout le monde était sur Facebook. Et puis c'est devenu quelque chose de plus adulte. On est passé sur Instagram, qui aujourd'hui perd un peu de vitesse par rapport à TikTok. TikTok, c'est purement chinois. C'est d'une rapidité considérable. Il faut savoir que TikTok ont acheté de manière un peu ostentatoire des locaux à Times Square, à New York, pour montrer un peu leur puissance. Et ils se développent très rapidement, avec des capitaux énormes. Et en Chine, également, il n'y a pas de droit, vraiment. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, la notion de droit n'existe pas. Donc, quand on a un marché intérieur d'1 milliard de personnes et qu'on ne paye pas de droits, on a des fortunes colossales. Et aujourd'hui, le vrai danger, c'est que les sociétés françaises, touchées un peu ou par la crise, encore qu'elles survivent bien grâce au streaming, peuvent avoir des difficultés de trésorerie. Et quand on regarde Universal aujourd'hui, on peut s'inquiéter. Alors, tout ça n'apparaît pas tellement, mais Universal a cédé l'an dernier 10% de son capital. Donc, on a communiqué en disant que c'est formidable, on a des liquidités pour réinvestir. Puis en fin d'année, discrètement, comme par hasard, le 31 décembre, 20%. Et puis là, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose comme 30%. Et j'ai dit, vous verrez, dans 2 ans, 50% du capital
d'Universal sera chinois. Sauf si, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors pour que après, l'industrie, qui sont les nouveaux investisseurs? Quand on regarde perdure Believe, par en exemple, France. qui est une société française qui s'est développée très vite et qui vaut quand même plusieurs centaines de millions d'euros, qui en France, qui dans les capitaux français, Denis peut-être, est en capacité d'acheter Believe. Demain, Believe va être peut-être chez Tencent ou un autre. Donc il y a une inquiétude, enfin en tout cas j'aimais cette inquiétude parce que ce leadership français mondial, l'industrie culturelle française est la deuxième au monde derrière les États-Unis, un marché intérieur énorme, a quand même une source de danger qu'il faut surveiller et je pense qu'il faut qu'il y ait en France des... Alors, et c'est l'Europe qui va nous... On n'a pas eu le temps d'aborder toutes les questions, on est déjà à la fin de ce débat. Je me disais que on est quand même avec des musiciens, vous adorez ça, vous pouvez nous conseiller un petit titre pour cet été à découvrir? Jérôme Keff. Alors j'écoute le nouvel album des Strokes que j'aime beaucoup, j'écoute le nouvel album de Metronomy que j'aime beaucoup aussi. Et puis j'écoute beaucoup de chansons, le nouvel album de Benjamin Biolay que j'aime bien. Ça fait déjà 3 pour vous, voilà, Alain Charriras. Voilà. Moi, je vous conseillerais de réécouter le groupe Au Bonheur des Dames. Formidable, ça c'est formidable. C'est une belle promesse en plus. Et puis je vous recommande également une jeune chanteuse qui est en train d'émerger, qui s'appelle Elsa, et qui se sigle _za, c'est pas très facile à D'accord. dire. Avec un S ou un Z? Avec un Z, voilà. Frédéric Rebet. Alors, je vous recommanderais de vous replonger dans ce qu'on appelait les musiques du monde, puisque le numérique maintenant abolit les frontières et qu'on est toujours très concentré sur notre propre culture et que je pense que grâce au numérique, on peut découvrir des musiques du monde entier et que c'est l'occasion de le faire. Je l'ai vu dans le catalogue Naïf, par exemple, qui a été racheté par Believe. Tout à coup, ce catalogue où il y avait beaucoup de musique du monde s'est répercuté dans le monde entier, s'est redéveloppé, a connu une deuxième vie. Donc intéressez-vous aux musiques dites du monde. Denis Thébault. Oui, mais moi je recommanderais le premier disque que j'ai eu, qui m'a été offert par ma grand-mère, et qui était les 4 saisons de Vivaldi. Formidable. Voilà, c'est magistral. Et je recommanderais tout ce qui est de Neil Young, parce que c'est un grand défenseur de la musique ARS. Et j'ajoute que la musique ARS, elle permet de mieux rémunérer les auteurs, compositeurs, les artistes, parce qu'elle est vendue plus cher. Ouais. Et aussi que quand on fait du téléchargement, c'est une meilleure rémunération aussi pour les artistes, puisque contrairement au streaming, où c'est un pot commun qui tout est écrasé par la musique qui est écoutée le plus, quand vous faites du téléchargement, il y a une rémunération, je dirais, plus équitable. Donc voilà mon message. Comme ça, tout le monde a le bon message avec les bonnes musiques à écouter pour cet été. Merci beaucoup à tous les 4. On passe à notre séquence Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Alors avec moi toujours Denis Thébault de Cobuzz, Jérôme Keff de BMG Production Musique France, Frédéric Rebet de Le Chiffre et Alain Charriras, chargé de mission pour l'Adami. Et puis c'est connecté en visio Guillaume Monteux, qui est notre expert du marché du gaming, par ailleurs au quotidien, président de Gazmi, qui est spécialisé dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, depuis votre lieu de villégiature, vous allez revenir sur la chaîne de valeur du jeu vidéo. Et oui, absolument. Cette semaine, nous allons chercher à comprendre les corps de métier, lister les acteurs, décrire leurs relations, répondre à la question « à qui profite le jeu ?» Et c'est parfois confusant car les acteurs sont nombreux et sont tous en guerre pour essayer d'avoir une relation directe avec le joueur, le saint graal de la monétisation. Petite précision, on va analyser uniquement la chaîne de valeur des jeux sur console et sur PC, pas celle sur mobile, parce que d'une part elle est plus connue, d'autre part elle est totalement verrouillée par l'Apple Store et par le Google Play. Mais promis, on y reviendra dans une prochaine chronique. Alors tout d'abord, dans le jeu vidéo, comme toujours, le client final, c'est le joueur. Et dans tous les cas, la chaîne gagne de l'argent grâce à lui. Et il ne faut pas être le professeur Layton pour s'apercevoir que le joueur est à la fois devant son jeu, donc devant du logiciel, mais également devant sa console ou son PC. Bref, aussi devant du matériel qui lui sert à faire tourner les jeux. Donc ce n'est pas une chaîne de valeur, mais deux qu'il faut décortiquer. Mais aussi quelques clés pour comprendre les liaisons entre ces deux chaînes de valeur. On va commencer par la chaîne de valeur matérielle. Et oui, le premier acteur de cette chaîne est le fabricant de la machine sur laquelle va tourner le jeu. Une console, un PC de gaming ou un casque de réalité virtuelle par exemple.
Et là, nous avons un nombre très limité d'acteurs. N'est pas fournisseur de hardware qui veut. En effet, les cycles de développement hardware ainsi que les capacités à produire et à intégrer à bas coût des composants électroniques de plus en plus performants est un métier réservé aux acteurs globaux qui ont des capacités d'investissement très conséquentes. Le marché des consoles est dominé par Microsoft, Sony et Nintendo, on le sait. C'est un marché mondial d'environ 14 milliards de dollars par an. J'ai pris un peu moins de 50 millions de consoles vendues dans le monde à un prix unitaire moyen de 300 €. Le cabinet IHS s'était amusé à calculer le coût de production d'une PS4 et d'une Xbox. Dans les deux cas, le prix des composants représente 92% du prix vendu au public. Donc quasiment aucune marge sur les consoles côté fabricant. Le marché des PC de gaming est estimé par Statista à 44 millions de pièces par an, soit à 1 500 € par PC. On parle d'un marché de 66 milliards d'euros, 5 fois plus gros que celui des consoles. Et en parallèle du marché des consoles, il y a le marché des accessoires. Les manettes, les étuis, les stylets, tous les accessoires de console, mais aussi les chaises de gaming, les casques, les claviers, les souris, bref. En valeur, ce troisième marché représente environ 6,5 milliards d'euros dans le monde, soit presque la moitié du marché des consoles. Si les fabricants ne font que très peu de marge sur les consoles, le business sur les accessoires est suffisamment flou pour qu'on ne sache pas déterminer leur marge. Mais au prix de vente des accessoires, il y a fort à parier qu'ils se rattrapent bien. En tout cas, pour les concepteurs indépendants d'accessoires, qui conçoivent dans leur pays et qui font fabriquer dans les pays à bas coût leurs produits, ils génèrent quant à eux une marge commerciale comprise entre 20 et 30%. Et comment se rémunère ce circuit de la distribution de matériel ? Alors, la distribution, c'est effectivement le deuxième chaînon de cette chaîne de valeur. S'agissant des consoles, leur distribution se fait soit par les grandes surfaces, soit par les enseignes spécialisées comme Micromania, soit par le net. Dans le monde physique, les distributeurs achètent à des grossistes. Grossistes qui sont pour le coup inconnus du grand public, comme Inelec, Sodifa ou WTT. Les marges des distributeurs sur les consoles sont très faibles. Je les estime à moins de 3%. Ils font sensiblement la même marge que les grossistes d'ailleurs. On est très loin des marges de 25% sur l'alimentaire ou de 35% sur les livres. Si les grandes surfaces se rattrapent sur ces éléments, côté console, les revendeurs spécialisés ne vivent donc que grâce au marché de l'occasion. D'autant que les prix sont établis sur les recommandations des fabricants et rigoureusement appliqués par les acteurs du net comme Amazon. Aucune possibilité pour qu'une ancienne physique puisse monter même légèrement les prix des consoles pour améliorer leur marge. Les enseignes physiques spécialisées sont donc poussées à développer le conseil et en fait en très grand danger. S'agissant des PC de gaming, on a le même schéma logistique de distribution. Mais les marges commerciales des distributeurs sont plus importantes car les configurations sont plus complexes et donc les prix moins lisibles. Entre 15 et 25%. Côté accessoires, les distributeurs ne font aucune marge sur ce produit par les constructeurs de consoles. En revanche, ils tirent des accessoires fabriqués par les constructeurs indépendants une marge entre 15 et 40% en fonction des volumes écoulés. En parallèle de tout cela, il y a un autre maillon important de cette chaîne de valeur, qui est le développeur des moteurs de rendu. Les moteurs de rendu sont des logiciels systèmes indispensables au bon développement et au bon fonctionnement de tous les jeux. Ils effectuent tous les calculs des géométries et de physique des jeux, le calcul de la trajectoire d'un ballon, la modélisation de la tenue de route d'une voiture. Et qu'ils soient faits directement par les éditeurs de jeux pour les blockbusters ou achetés à des développeurs spécialisés, et que leur business model soit sous la forme de licence ou au prorata des ventes faites sur les jeux, ils ont un vrai coût, environ 3% des ventes des jeux. Bon alors, il est lucratif ce marché du jeu ou pas, Guillaume? Parce qu'on arrive à la fin de votre chronique. Absolument, ben oui, vous allez me dire, il n'y a pas grand monde qui gagne de l'argent en fait sur la chaîne de valeur du matériel. Et en fait, on le comprend bien, le business des jeux vidéo, c'est le jeu en lui-même et tout ce qui se passe autour. Le matériel n'est qu'un moyen très peu rentable de vendre les jeux, idéalement en exclusivité. Je vous propose donc, Delphine, lors de notre prochaine chronique, de détailler cette fois-ci la très juteuse chaîne de valeur du logiciel. Avec plaisir. Merci beaucoup, Guillaume Monteux de Gatsby. On va laisser repartir nos invités mélomanes, même si je suis sûre qu'ils avaient des choses à dire aussi, parce que c'est finalement un marché assez proche, le marché du jeu et de la musique. Oui. On pourrait parler de la copie privée, on n'a pas eu le temps non plus. Je vais vous laisser filer, nous on va partir dans les labos.
et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leur labo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le nez intelligent ou l'olfaction numérique. Alors pour cela, j'ai accueilli Guillaume Guillaumet, vous êtes directeur général de Haribal Technologies. Et Haribal Technologies, c'est né d'une rencontre entre des entrepreneurs et des chercheurs qui travaillaient au CEA, au commissariat à l'énergie atomique. Énergie alternative. Et vous êtes lancé dans le nez intelligent. Alors comment tout cela est arrivé ? C'est une rencontre de, effectivement, comme vous l'avez dit, de plusieurs disciplines, portées par plusieurs entrepreneurs, effectivement. C'est un mélange en fait de biologistes, d'experts en semi-conducteurs et puis d'experts aussi en intelligence artificielle, puisque c'est ce qui est requis pour effectivement aboutir à ce type de résultat. D'accord. Alors, Haribal, ça vient de un haribal, donc c'était une fiole, c'est ça Donc c'est ça, c'est du grec ancien pour désigner une fiole dans laquelle on stockait des huiles parfumées. Donc effectivement, étant dans l'olfaction, ça paraissait assez légitime de s'appeler comme ça. Alors on va expliquer ce que c'est un nez intelligent, c'est-à-dire c'est un nez qui surpasserait les capacités de l'odorat humain. Alors, on va déjà essayer d'être au même niveau que l'odorat humain, ce qui est déjà un challenge en soi. Juste pour donner une image, on parle de sensibilité qui correspondent au contenu d'une cuillère à café dans une piscine olympique. Donc effectivement, la notion de sensibilité est vraiment effectivement très importante. Le nez humain a cette capacité à être extrêmement sensible à certaines molécules. Donc, notre objectif, c'est effectivement d'être capable de dupliquer le sens humain, voire le sens canin, ce qui requiert effectivement une grosse expertise, une grosse technologie extrêmement puissante. Et puis derrière, effectivement, on y va à grand renfort d'intelligence artificielle, d'algorithmes. Et puis donc on constitue derrière une mémoire olfactive. On reprend le principe de l'olfaction humaine. Donc on a un capteur et puis on a une mémoire olfactive. Et donc effectivement, l'idée, c'est de recréer tout ce schéma-là. Et donc là, ça se concrétise, la technologie. C'est quoi ? Ça passe par des biocapteurs ? C'est ça. Alors en fait, imaginez un peu une tartine de pain avec de la confiture. Voilà. Donc nous, on se focalise surtout sur la confiture, ce qui a la forte valeur ajoutée. Donc les biocapteurs. Et puis la tartine de pain, pour nous, ça s'appelle du silicium. Alors c'est petit, c'est 3-4 mm par 10. Et puis effectivement, ça a l'immense avantage, on utilise des technologies semi-conducteurs qui sont bas coût, grosse capacité à faire du grand volume, grande quantité. Et puis ce sont de toutes petites dimensions. À quoi ça peut servir d'avoir la reproduction du nez humain, alors, capacité olfactive ? On a 3 applications, voire 4. Donc je parlais des 3 premières. La première, c'est qu'il y a toute une industrie de l'arôme et des fragrances, pour lesquels, effectivement, fournir ce type d'outils permet de faire du suivi de qualité de production, par exemple, et puis aussi de l'aide à la création de nouvelles fragrances. Parce qu'aujourd'hui, les parfumeurs embauchent des nez, justement. C'est ça. C'est très recherché. C'est ça. Donc vous voulez les aider ou les remplacer ? Non, ce sont des individus, vous avez raison, qui ne font pas preuve d'ubiquité. Donc comment est-ce qu'on peut diffuser ce savoir-là et le dupliquer ? En passant par des nez artificiels. Voilà. Donc ça, c'est un des objectifs. Parmi les autres objets, alors j'insiste quand même sur ce fait, c'est que l'industrie des arômes et fragrances, ce sont les experts de l'olfaction. Donc on a décidé d'emblée, nous, de nous confronter à ces experts pour voir un petit peu ce que valait notre système. Donc ça c'est très bien. Ça a très bien abouti puisque l'un des leaders est devenu un actionnaire dans notre entreprise. Et puis les autres applications sont... Alors, l'une d'entre elles, c'est l'automobile, en particulier l'autopartage. Donc vous imaginez effectivement, vous allez louer une voiture chez un loueur aujourd'hui, vous avez la garantie que la voiture est propre, et si vous la rendez, qu'elle est sale, c'est vous qui êtes porté responsable et c'est vous qui êtes facturé pour le nettoyage. Dans un contexte d'autopartage, vous prenez une voiture dans la rue, vous n'avez pas la garantie qu'elle est propre, et si vous la rendez sale, c'est une perte d'exploitation pour l'opérateur. Donc effectivement, nous, on va pouvoir... donner une information sur la qualité de l'air dans la voiture en passant notamment par l'olfaction. Et puis un troisième domaine d'application, c'est l'électroménager. C'est être capable de suivre les denrées alimentaires dans son frigo, par exemple, donc mesurer effectivement le fait que le poisson n'est peut-être plus aussi frais ou la viande n'est peut-être pas aussi fraîche.
Et puis d'assister aussi à la transformation des aliments, donc un peu comme un chef est capable de le faire, parce que c'est son métier, aider effectivement à la qualité de la cuisson, à la qualité de la préparation. On démarre un partenariat avec un institut assez fameux dans la gastronomie, et le chef nous disait « Je rêve de partager mon savoir, je rêve d'apprendre à mes élèves à cuisiner NEZ ». Et effectivement, l'idée, c'est effectivement vraiment de cuisiner NEZ. Voilà. Merci beaucoup Sam Guillaumet de Haribal qui veut révolutionner l'olfaction avec l'olfaction numérique. C'est presque la fin de cette émission. Il y a le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes à découvrir. Juste après, nous on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.